Rebonjour à toutes et à tous, il est exactement 11h03 et nous sommes en direct de l'Arsenal de Metz dans un écrin acoustique exceptionnel pour un rendez-vous exceptionnel puisque c'est la 5e édition des Assises de l'immobilier à Metz. On va parler d'un sujet, si vous voulez bien, à tous ceux qui nous écoutent, les défis à relever pour la copropriété. Et croyez-moi, c'est un vrai sujet aujourd'hui puisque c'est un enjeu majeur pour l'habitat et les zones urbaines, ainsi que la gestion locative. Pour en parler, nous avons réuni tous les professionnels du secteur. J'ai le plaisir de recevoir, il est le président de Galian, mais il est avant tout un professionnel de l'immobilier, c'est Gérard Coll qui est avec nous. Bonjour Gérard. Avec le micro, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Merci d'être avec nous. Il est le président de l'AFNAIM du Grand Paris, la plus grosse chambre immobilière de la FNAIM, un professionnel aguerri, c'est Olivier Principal. Bonjour à tous. Messieurs, si vous relevez tous les deux là, je vous sors. Ça veut dire quoi ça? Non mais ça veut dire quoi ça? Bon, vous voulez savoir? Ah, je vais vous le dire. Bon, merci. Voilà, une fois ça va, hein. Bon, merci. Voilà, une professionnelle, et on ne va pas bouder notre plaisir puisqu'elle a une formation de notaire, qui est devenue professionnelle de l'immobilier. Elle est la présidente de la FNAIM Béarn, et Pays de Bigorre et le Pays Basque. Magnifique. Elle est aussi l'alpha ou la présidente de la MEPI? Non, plus du tout de la MEPI. Non, pas de la MEPI. Voilà. À ne pas confondre, c'est Élodie Mire. Bonjour. Bravo. Voilà, on voulait parler de la copropriété, on ne peut pas parler de la copropriété sans parler des diagnostics immobiliers, et donc des diagnostiqueurs, président de la Chambre des FNAIM des diagnostiqueurs et du groupe Exim, me semble-t-il, c'est Yannick Henouche qui est avec nous. Bonjour. Alors, sur le papier, mon cher Gérard, la copropriété, ça ne fait pas forcément rêver. On est d'accord ou pas? Alors, nous sommes d'accord, si ce n'est qu'aujourd'hui, ça reste l'activité immobilière la plus intermédiaire en France, puisque je crois qu'on a 90% pratiquement des copropriétés. Donc ça reste le métier phare de l'immobilier, même si malheureusement, aujourd'hui, tu as raison, on intervient souvent plutôt en défense qu'en vraie communication. Et j'ajouterais aussi, pour peut-être élargir cet atelier, c'est que, moi, c'est cette table ronde, c'est que je souhaite peut-être qu'on parle également de tous les métiers de l'administration de biens de l'époque, c'est-à-dire la gérance locative et le syndic de copropriété. Là, j'arrive tout de suite au sujet. Aujourd'hui, ce qui me désole, moi, et on l'a vu, c'est qu'on est passé d'un taux d'intermédiation en administration de biens qui était de 40% en 2015 à 34% aujourd'hui. Et là, pour le coup, c'est l'activité la moins exercée, et c'est là où, honnêtement et sincèrement, on a le potentiel de développement le plus important dans les activités immobilières, surtout aujourd'hui où on se rend compte que l'activité de transaction va peut-être plafonner un peu. Merci Gérard. La transaction immobilière comme l'administration de biens et la copropriété en particulier, sont des métiers qui sont parmi les secteurs les plus en tension. En tension parce qu'on a du mal à recruter des gestionnaires en copropriété, parce qu'il y a une image de marque qui est parfois difficile à changer, et les poncifs et les clichés ont longue vie parfois, et donc c'est pas toujours évident. Mais comme tous les métiers, la copro, comme la gestion locative, vivent des transformations profondes, mais profondes. Inflation des normes, matraquage juridique et fiscal, complexité technique, transformation numérique. Question, Olivier, les professionnels se sont-ils adaptés? Comment? Et face au mur qui nous attend avec le calendrier contraint, notamment de la rénovation énergétique, dont le ministre du Logement, sur mon micro, la semaine dernière, a dit clairement à la soirée des conseillers syndicaux organisée par Citia Immobilier que le calendrier ne serait pas revu. Toutes ces contraintes ou ces injonctions contraires, c'est pas toujours évident d'y voir clair.
quand on veut exercer sereinement le métier de syndic ou de gestionnaire locatif. Olivier Principal. Merci de me donner la parole. Alors, tout d'abord, moi, la copropriété, ça me fait toujours rêver. Ça fait 25 ans que je fais de la copropriété et ça fait toujours rêver. Quand on est syndic de copropriété ou gestionnaire d'immeuble, quand on travaille en copropriété, on a une fierté de faire l'un des métiers les plus difficiles de l'immobilier. Et tu le soulevais, l'inflation normative est telle que ça nécessite encore plus de spécialisation. Donc quand je rencontre des gestionnaires de copropriété qui tous les jours vivent les assemblées de copropriété, des conseillers syndicaux à convaincre, des projets à accompagner et à réussir dans les immeubles, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Je trouve que le métier de gestionnaire de copropriété, je vois même les comptables en copropriété qui subissent les incompréhensions au moment de relance, etc., c'est un savoir-faire relationnel, un savoir-faire pour rassurer, pour écouter les gens, pour les accompagner et réussir les projets. On a mis une obligation de moyens chez les professionnels de l'immobilier et beaucoup de syndics se sont donné des obligations de résultat parce que les clients attendent du résultat. Et là où on a des bons syndics avec des immeubles bien gérés, c'est parce qu'on a des gens passionnés qui sont attirés vers le service client et la réussite des projets immobiliers. Alors oui, c'est difficile. En syndic de copropriété, on est souvent extrêmement bien formé parce qu'il y a énormément de choses à savoir, en gestion locative aussi. Et on a, outre les obligations de formation, des gestionnaires de copropriété et des patrons de cabinet qui se font une politique d'entreprise de toujours avoir des collaborateurs ultra performants, toujours formés pour pouvoir répondre aux clients. Il n'y a rien de pire qu'un gestionnaire en assemblée générale qui n'est pas capable de répondre à une question d'un copropriétaire, c'est frustrant. Ça ne rassure pas l'assemblée et c'est le moment où on est pris en porte-à-faux. Une assemblée de copropriété, ça doit se tenir en maîtrisant tous les paramètres juridiques, techniques, sociaux, financiers. Et aujourd'hui, les gens le font bien. Alors malheureusement, ça a mauvaise presse, tu le disais, parce que je crois, comme on l'évoquait tout à l'heure en transaction, que le métier de la copropriété est un métier méconnu parce qu'il est beaucoup trop compliqué pour être appréhendé par le commun des mortels. Et on a beaucoup de pédagogie à faire encore pour arriver à tout ça. En tout cas, la copropriété a encore un champ devant soi extraordinaire parce que le chantier de la rénovation énergétique est monumental. Et ce chantier, ça va faire vivre des cabinets et des spécialités dans les cabinets qui vont être formidables pour les années à venir. Donc voilà, moi je vois dans le métier de la copropriété et de la gestion locative le salut aussi de nos entreprises immobilières qui se développent, qui se réforment, et les gens qui ne font que de la transaction jusqu'alors ont intérêt à se tourner vers la gestion locative et le syndic de copropriété en bout de course pour arriver à valoriser leurs entreprises, valoriser leurs collaborateurs et apporter un service 360 degrés à tous les clients. Je n'ai pas de lunettes et je n'ai pas de cheveux gris, donc merci de votre compréhension. Ça a le mérite d'être clair. Élodie, on est dans le cœur du sujet parce que la copropriété, c'est aussi un miroir à l'échelle d'une copropriété de la sociologie urbaine. On y retrouve de la sociologie urbaine. On y retrouve les mêmes aspérités, les mêmes personnes, avec les mêmes travers. Quand on est aujourd'hui en copropriété, quand on fait de la copropriété, il faut posséder dans sa besace plusieurs techniques. On est presque polytechnicien au sens étymologique du mot. À votre avis, c'est quoi la stratégie pour relever le défi de la copropriété avec la complexité qui s'accroît de plus en plus et qui pèse durablement sur ces métiers? Moi, je crois que cette complexité, c'est une chance, en fait. C'est une chance parce que ça va nous permettre de devenir indispensables. Et c'est ce qui va pérenniser nos entreprises. On a besoin aujourd'hui, justement, de sachants. Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende bien. C'est mieux comme ça? Parfait. Bien. Donc, on a besoin de sachants et on va être ce référent, ce sachant, et c'est comme ça que, effectivement, comme le disait Olivier tout à l'heure, le métier de syndic, mais la gestion locative, c'est le vrai métier de l'agent immobilier. C'est vraiment, on revient à la base, à savoir loger les gens, et on incarne à ce moment-là un véritable rôle social. On accompagne, on fait, c'est des métiers qui sont extrêmement chronophages, c'est des métiers où on est dans l'humain, dans la vie des gens, mais chaque jour et dans la durée. Et
je pense effectivement qu'aujourd'hui, pour également pérenniser nos entreprises, il va être nécessaire d'aller pour ceux qui font que de la transaction, vers de la gestion locative, vers du syndic, et surtout cette inflation normative, effectivement, on va pouvoir nous faire l'exégèse des textes, accompagner, valoriser cette notion de conseil, et c'est en se rendant indispensable que demain on a un marché effectivement qui s'ouvre aussi pour nos entreprises, qui va être exponentiel. On le voit puisqu'on a vraiment des perspectives d'évolution assez énormes d'ici 2025, comme vous pouvez le mettre en exergue par exemple le rapport Xerfi qui annonçait des chiffres assez de 5% chaque année d'augmentation. Merci Élodie. Yannick, on l'a bien vu, hein, le ministre du Logement, mais on le voit bien, la tendance est forte, nous a dit on ne reviendra pas sur le calendrier du logement. On a évoqué la date de 2025, l'échéance finale à 2034. On a évalué, on le sait, hein, c'est plus de 5 millions de passoires thermiques. On sait que les propriétés sont le révélateur de la défaillance des équilibres thermiques ou de la transformation des bâtiments. Et donc, il est nécessaire d'étendre les aides à la copropriété. Ça a été le cas avec ma prime rénov' élargie à la copropriété. Néanmoins, la conjonction d'événements exogènes, c'est-à-dire taux directeur de la BCE, difficulté de se financer, pose question, avec un gouvernement, un exécutif qui a fixé une feuille de route. On est tous d'accord que la rénovation énergétique, eh ben, on est pour, hein, puisqu'on veut un meilleur confort d'été, un meilleur confort d'hiver, on est tous pour. Mais quand on voit les enjeux financiers, on se dit qu'il y a une inadéquation, entre guillemets, entre les deux. Vous êtes à la tête d'un réseau qui a un maillage territorial de diagnostiqueurs, vous présidez à la Chambre des diagnostics. Est-ce que la copropriété aujourd'hui, un peu comme la transaction, est aussi ébranlée et quelque part un peu montrée du doigt en disant on vous enjoint de faire beaucoup de choses sans y affecter ou vous donner réellement les moyens de le faire. Du point de vue du diagnostiqueur, quelle est votre analyse? Alors, vaste sujet. Il est clair que les 18 derniers mois ont percuté toute la filière immobilière et que clairement, je rappelle quand même des chiffres qui sont aussi importants, hein, 750 000 copropriétés en France, 22% du parc avec plus de 10 millions de logements. Donc tous les jours, les diagnostiqueurs sont au cœur des copropriétés sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Le rôle du syndic de copropriété qui était de maintenir une copropriété dans un bon usage pour ses copropriétaires a été percuté par cette loi, en effet, comme vous l'aviez évoqué. Et le rôle du syndic est d'imaginer le futur de la copropriété, de coller aux impératifs gouvernementaux que sont notamment la décarbonisation de l'immobilier, la baisse de la consommation d'énergie, et il faut mettre de l'intelligence de situation. Pour mettre de l'intelligence de situation, il faut que les syndics de copropriété appréhendent bien plus que par le passé les enjeux, système de chauffage, les enjeux techniques, pardon, système de chauffage, système de structure des bâtiments et aussi impact des travaux, parce que les adages qui disaient on va changer les fenêtres et ça ira mieux, on va changer les portes ouvrantes et ça ira mieux, ça c'est fini. Il faut partir de constats réels et savoir où on veut aller. Donc il faut que déjà nos amis syndics de copropriété, et je rejoins ce que disait Olivier, je trouve que bien plus qu'avant c'est un métier qui devient encore plus passionnant parce qu'on est au cœur de la réflexion du bâtiment, puissent appréhender correctement le fonctionnement d'un bien immobilier. Et pour l'appréhender correctement, il faut qu'on ait un premier diagnostic. Hein, on est un peu comme chez le médecin, le diagnostiqueur immobilier qui vient faire un constat et le généraliste qui permet de donner une première prescription au syndic de copropriété. Et donc, pour répondre à la question, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà comprendre à quoi on fait face quand on gère un immeuble, donc les dysfonctionnements de l'immeuble, les points forts, les points faibles. Et donc, moi, j'invite nos confrères à faire déjà un diagnostic technique global des bâtiments. La loi l'imposait dans toutes les AG depuis 3 ans maintenant. Il faut que ça devienne une réalité. Parce que c'est de ce diagnostic que pourront être mis à profit de vraies préconisations. Et dans la foulée, les enjeux financiers qui en découleront ont un impact extrêmement fort pour le particulier, le copropriétaire,
puisque un diagnostic technique global, une rénovation d'une copro, impacte forcément l'évolution du DPE de l'appartement. Parce que je crois qu'encore plus qu'hier, il faut que le syndic de copropriété travaille avec les copropriétaires de manière extrêmement bénéfique, dans le sens où le syndic de copropriété n'est pas contre le copropriétaire. Et la meilleure rénovation qu'on peut porter en tant que syndic, c'est de dire on va être vertueux pour tous les appartements. Et on va impacter aussi les DPE internes. Donc voilà, grosso modo, tout ça pour répondre assez rapidement, c'est une question très complexe, hein, à la question. Aujourd'hui, la conjoncture est difficile, les financements ils sont pas forcément au rendez-vous. Mais avant déjà de crier au loup et de dire j'ai pas d'argent et je sais pas ce qu'il faut faire, faisons des constats. Faisons des constats techniques et nous, diagnostiqueurs, nous sommes bien conscients de ces enjeux-là. Nous souhaitons accompagner nos confrères dans les AG de copro, expliquer techniquement nos diagnostics pour en faire un point fort sur lequel s'appuyer pour rénover les copropriétés. Merci Yannick. 80% de ce que vous voyez autour de vous, les bâtiments, c'est ce qui existera en 2050. Autrement dit, nous avons déjà bâti 80% des zones urbaines qui nous environnent. Donc, il n'y a pas photo. La transformation environnementale, elle passera par la transformation du bâti ancien. Mais je vais même aller plus loin. Elle passera aussi par la réversibilité des bâtiments, ou le retravail sur des bâtiments, le réemploi, le recyclage des matériaux, pour aller vers une mixité d'usage et de fonctionnement, permettant par exemple de libérer non pas du foncier, mais du logement, pour ne pas justement prendre plus d'empreintes foncières. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet de société quand on est avec une démographie importante. On parle de plus en plus d'énergie. Je m'adresse à Gérard. Gérard, vous êtes président de Gallian. Gallian, aujourd'hui, est un acteur majeur de la garantie des loyers impayés, par exemple, de la sécurisation et l'exposition des risques de certains bailleurs, avec un dispositif et une gamme de produits très élaborés. Quand un gouvernement envoie des signaux de confiance, ça rassure les investisseurs. Mais ça rassure aussi des milliers, des millions de petits épargnants qui gèrent dans les copropriétés. Aujourd'hui, quand on est à votre place, quand vous gérez ces risques-là, comment les syndics de copropriété qui sont vos clients, les administrateurs de biens, réagissent-ils? Comment vous percevez le pouls de la gestion locative du côté du financier que vous êtes, de celui qui gère les risques exposés pour vos clients et les clients finaux? Mais je crois qu'effectivement, tu l'as bien rappelé, Gallian, c'est initialement, et ça reste historiquement, le leader de la garantie financière. On a développé en 2003 la GLI, donc qui sont les deux risques qu'on porte en risque assurantiel, avec Gallian Assurance. Depuis lors, on a évolué. La mission aujourd'hui de Gallian, c'est effectivement d'accompagner l'ensemble de nos sociétaires dans tous les métiers de l'immobilier pour vous aider à développer votre business. Donc c'est pour ça également qu'on est parti sur un métier de courtier, avec là l'ensemble des produits, que ce soit pour les syndics de copropriété, les mairies, dommages ouvrages et j'en passe, et également gérance locative, j'ai cité la GLI, mais également la CNO, la PNO, la MRH et l'ensemble des produits. Donc nous, effectivement, c'est réellement une mission d'accompagnement. Ça va être une mission très importante, tu l'as dit, parce qu'on arrive dans un contexte plus compliqué. Au niveau des risques, l'analyse aujourd'hui des risques, c'est à fin août, puisque je crois que je salue le directeur général qui est en face de moi, Alain Ledemet, qui maîtrise tout ce qui est opérationnel. La maîtrise des risques aujourd'hui, que ce soit en impayé copropriété ou impayé de loyer à fin août, ça reste stable, avec une petite augmentation. Et ce qu'on constate, c'est que les défaillances, le taux de défaillance chez les syndics de copropriété n'est pas plus élevé, et en gérance locative également. Est-ce que vous sentez la fébrilité du marché? Elle est perceptible?
Alors, la fébrilité du marché en gérance locative et en syndicat de copropriété, je pense que ce n'est pas une fébrilité, c'est plutôt, je dirais, une anxiété par rapport à l'ampleur de la tâche. Loïc Quentin, qui est en face de moi, me disait hier, effectivement, sur les 4 ans à venir, c'est 200 milliards d'euros qui seraient à investir en copropriété, en gérance, pour ramener les lettres GF, puisque là on parlait de diagnostic. Donc, si vous voulez, ça, je comprends parfaitement que chez mes confrères, qui sont déjà submergés par les missions courantes, vous le disiez tous, en fait, c'est effectivement comment est-ce qu'on va arriver à gérer ça, parce que c'est une masse importante. Par contre, moi, je vois le côté très positif, ça reste des sommes très importantes aussi, et ça veut dire que ça va quand même déclencher du business. Donc, pour répondre à ta question, je ne sens pas réellement une anxiété, une fébrilité, oui, parce qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui l'ampleur de la tâche qui reste à venir en réno énergétique. Merci Gérard. Olivier, on l'a vu, hein, on voit bien que on est face aussi parfois à une autorité, parce que tout est politique hein, dans l'urbain, qui est inflexible là-dessus. Comment aujourd'hui, toi, tu ressens finalement cette activité? Toi, tu as la particularité de pratiquer tous les métiers de l'immobilier, mais tu es surtout très spécialisé en gestion locative et en syndic de copropriété. Tu es vraiment un expert en la matière. Même question, est-ce qu'on on voit bien, est-ce qu'on la sent cette fébrilité? Et surtout, comment réagissent les copropriétaires? Parce que je regardais par exemple le nombre de normes qui s'est ajouté, le poids normatif qui les a littéralement, alors je vais faire mon journaliste, mais matraqués. À un moment donné, est-ce qu'ils te disent à toi, Olivier, bon, bah, c'est bon, quoi, à un moment donné, entre les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, pas évident. En fait, tout simplement, on a perdu les copropriétaires. On les a perdus. On était sur des assemblées générales où on essayait d'accompagner les immeubles sur des projets longue durée, des travaux de rénovation, parce qu'on n'a pas attendu les obligations de rénovation énergétique pour initier des travaux dans les immeubles. Et chaque année avait son lot de nouvelles réglementations. Et on les a perdus, pourquoi? Parce que quand on prend juste l'exemple de l'obligation des installations de répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles, en 4 ans, on a eu 5 modifications de la réglementation. Un coup c'est obligatoire, un coup ça l'est plus, mais si la colonne elle est de travers, c'est pas la peine de les installer. Bon, à un moment donné, les gens nous disent, bah, vous inquiétez pas, l'année prochaine ça va encore changer. Donc on ne le fera pas. C'est exactement pareil pour les discours que nous avons avec le diagnostic technique global, le DPE collectif, l'audit énergétique. On dit de toute façon le calendrier n'est pas tenable, ça va encore changer. Donc à chaque fois qu'on va présenter un projet qui présente un intérêt pour la copropriété, moi j'ai toujours été convaincu que le diagnostic technique global, ça permettait à la copropriété, au syndic de copropriété, d'emmener tout le monde dans une bonne direction. Bien évidemment, on a demandé à ce qu'il soit obligatoire, il est devenu facultatif. Derrière, on nous a dit qu'on va faire le DPE collectif pour pouvoir faire le projet de plan pluriannuel de travaux. Ok, super, on étale ça sur 3 ans, et en attendant d'avoir des données fiables qui ont un impact sur les DPE individuels, mais du coup, on met des interdictions de location effectives tout de suite. Donc on décale le calendrier, on fausse les notes, on fausse les données, donc on perturbe la qualité du discours. Comme il n'y a pas de stratégie long terme qui concerne l'immobilier, ben, on perd nous-mêmes, en tant que gestionnaires et professionnels, de la crédibilité dans le discours qu'on veut passer vis-à-vis de nos clients quand on veut défendre quelque chose. Hein, ben oui, c'est un texte, mais il n'y a pas d'obligation, donc on ne le fait pas. De toute façon, la réglementation va être modifiée, et comme c'est pas réalisable, ils vont revenir dessus. On n'entend que ça. Donc c'est très difficile d'initier dans les copropriétés des marchés de rénovation énergétique ou des travaux de grande ampleur, parce que, et on le disait, le contexte économique est extrêmement fragile, même si aujourd'hui, on n'a pas encore trop de problématiques sur le paiement des charges, et on les a maintenant, et on va les avoir maintenant jusqu'au mois de juillet, parce qu'on va payer en 2023 les régularisations de charges de copropriété de l'année 2022 pour laquelle il y a eu l'explosion des coûts de l'énergie. Donc je vais vous dire qu'au mois de juillet, on ne discutera pas de la même chose. On commence à sentir des fragilités chez les locataires, qui commencent à arbitrer aussi, malgré le bouclier tarifaire qui lui-même a ses limites. On va avoir une évolution de ça. On a un contexte inflationniste, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Comment vous voulez qu'on les embarque dans un projet de rénovation globale? Comment vous voulez qu'on impose à des propriétaires bailleurs qui sont des petits propriétaires, hein? N'oublions pas que la moyenne, c'est... Tu as raison, rappelez que la majorité des propriétaires en France sont des petits propriétaires. Au moins de 2 logements, c'est de l'investissement pour l'avenir. Comment on peut embarquer tout le monde avec un contexte pareil? On a dit à l'ancien ministre du Logement, Olivier Klein,
que c'était le meilleur moment pour l'État français de relâcher la bride et de recaler un calendrier plus objectif et plus réalisable. Je suis président du Grand Paris. Dans Paris intramuros, d'ici 2034, c'est-à-dire la date à partir de laquelle on ne devra plus avoir de logements classés E, F ou G, 2034. J'ai les 2/3 des logements parisiens à rénover. Comment on fait pour rénover les 2/3 des logements parisiens en 10 ans? C'est impossible. D'accord? C'est impossible. Et quand j'entends monsieur le ministre nouveau, Patrice Vergrit, qui vient de prendre ses fonctions, s'émouvoir qu'on va essayer encore d'auditer je ne sais trop quoi pour passer les logements de G en F, alors qu'on a déjà un diagnostic, un DPE qui nous donne des indications pour faire les travaux, je veux dire, à un moment donné, mais de qui se moque-t-on? Une rénovation énergétique, ça ne se porte pas pour l'échéance en 2023 pour 2025. Quand vous faites des travaux d'isolation dans un logement, quand vous changez votre système de chauffage, vous changez vos fenêtres, c'est des travaux pour 10 ans. Il faut travailler maintenant sur l'atteinte de l'objectif 2034 qui est de passer tous les logements en D. Donc, à un moment donné, changement de ministre tous les ans, on n'y comprend rien, il n'y a pas de politique longue durée, il faut vraiment reprendre les choses. Il y a un gros travail qui a été fait par le CNH et on a aujourd'hui la chance d'avoir Lionel Causse, le président du CNH, Conseil national pour l'habitat, qui est avec nous, avec le Conseil national de la refondation. Les professionnels ont bossé, on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas entendu, il y a un vrai problème. D'ailleurs, permettez-moi de saluer la présence de Lionel sur le plateau, parce que c'est très courageux d'avoir accepté de venir discuter avec les professionnels, et vous avez la réputation, monsieur le député, de n'éluder aucune question et d'aller finalement débattre assez facilement. Et je dois le reconnaître, c'est un vrai courage politique. Olivier, tu as parlé de Patrice Vergrit, le nouveau ministre du Logement. Il se trouve que, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'animer la plus grande assemblée générale de copropriétaires d'Europe, chez Citia, à Tours. C'était une réunion des conseils syndicaux, ce n'était pas une assemblée générale de copropriété. Des conseillers syndicaux. Excusez-moi, le technicien Pardon, tu as raison. On lui a posé la question sur la rénovation énergétique. Alors je vais faire un exercice et en régie, vous m'entendez. Je voulais passer l'interview dans la séquence politique, mais là, elle est parfaitement adaptée, puisqu'on lui a posé la question sur le calendrier de la rénovation énergétique. On a fait un extrait de la vidéo et de l'interview auquel il a participé lorsque je l'ai interviewé à la Maison de l'Échimie. Je vous propose qu'on l'écoute. Est-ce que vous pouvez envoyer la vidéo? La question de la rénovation énergétique, oui. C'est un peu la dent creuse, on le voit. Vous avez dit à France Info le 12 septembre que, pour l'instant, vous ne revoyez pas le calendrier prévu, qui prévoit par exemple dès 2025 le retrait des étiquettes G sur le parc locatif privé. On sait que déjà aujourd'hui, il y a un vrai sujet au niveau du logement qui décourage les étudiants, mais ça vous le savez, vous êtes beaucoup exprimé, qui décourage aussi les jeunes actifs qui ne signeront pas leur contrat dans les grandes métropoles. Ce soir, à 18h30, j'aurai le plaisir d'animer la plus grande assemblée générale de copropriété d'Europe, avec 150 000, pratiquement 150 000 copropriétaires connectés dans 170 villes sur la question de la rénovation énergétique. C'est organisé au siège de Citia Immobilier, vous savez, c'est un acteur majeur de l'immobilier. Ils vont être connectés ce soir, les copropriétaires. Ils se posent beaucoup de questions. Vous, Patrice Vergrit, ministre délégué au logement, quel message vous souhaiteriez leur faire passer? La rénovation énergétique, il faut avancer. On ne va pas rester avec des étiquettes de DPE-G encore pendant des siècles. Il faut y aller. Enfin, je veux dire, l'urgence climatique, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, contester ça, c'est aller dans une très mauvaise direction. La question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement, les G sortent du marché locatif aujourd'hui, tel que c'est prévu, en 2025, et les F en 2028. 2028, ça me paraît une date qui permet de faire des travaux de copropriété. La contrainte, c'est finalement 2025. C'est là où il y a une peur aujourd'hui, et donc cette sortie des étiquettes G. Voilà. Je rappelle que les étiquettes F ne sortent pas en 2025. Hein. Oui, mais donc, il y a une peur et aussi un coût non négligeable, et les copropriétaires d'ailleurs se posent la question. Je vais venir. Déjà sur le calendrier, première question. On est en train de faire un travail aujourd'hui pour voir effectivement combien ça représente d'investissement de passer de G en F. Et s'il y a la nécessité de travaux de copropriété. Si finalement le coût n'est pas très élevé, et si finalement il n'y a pas un impérieux besoin de travaux de copropriété pour passer de G en F, on peut imaginer un outil, y compris un accompagnement financier, pour permettre de passer de G en F avant 2025. Comme ça, on ne donne pas un mauvais signal à la question de l'écologie, à la question de la lutte contre le dérèglement climatique. On avance,
Et on renvoie effectivement à 2028 peut-être des travaux plus lourds de copropriété. Et après, il y a 2028. Il y a 2028 où là, effectivement, les F et les G vont sortir du marché locatif. Et là, écoutez, ça nous donne quand même un peu de temps. Et on va voir. 5 millions de logements. Et on est en train de réfléchir à la façon dont on va accompagner les copropriétés, à la fois financièrement, mais à la fois techniquement aussi. Pour l'instant, je n'ai pas envie de mettre sur la table un report de calendrier. Je n'ai pas envie de le faire parce que je pense que ce serait un très mauvais signal pour la lutte contre le dérèglement climatique et pour notre pays. Et je pense qu'il faut qu'on garde cette idée qu'on doit être dans cette transition écologique. Vous deviez résumer comme ça en une phrase pour les engager à les faire, ces travaux. Comme ça, qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit? Le gouvernement sera à leur côté. Évidemment, il est hors de question pour moi d'imaginer demain que ces logements sortent du marché locatif. Donc on sera attentif à ces situations. Et donc ils peuvent faire confiance au gouvernement sur cette question. Merci à la réalisation en régie, vous avez été top. Merci les gars. Olivier, comment tu réagis face aux propos? Tu sais bien comment je vais réagir. Mais justement, c'est pour ça que je te pose la question. Non mais, enfin, tu vois, on en a souvent parlé avec Yannick. Quand on demande aux copropriétés de réaliser le DPE collectif et le projet plan pluriannuel de travaux d'ici 2025-2026, comment peut-on connaître une feuille de route avant, là où on a déjà des logements qui sont sortis, parce que les G+, sont sortis des autorisations de mise en location depuis le 1er janvier 2023, et on parle de 2025. En tête, on aura un état du parc, réellement, si tout le monde le fait, en 2025-2026. Bon. Donc déjà, pour moi, l'échéance de 2025, elle n'a même pas lieu d'exister. Elle ne devrait pas être là. Quant à 2028, il faut rappeler qu'en matière de copropriété, une fois qu'on aura initié la présentation du DPE collectif de l'audit et du projet de plan pluriannuel de travaux, il faudra décider la mise en œuvre de ce plan pluriannuel. Aujourd'hui, on n'a pas de financement dans les copropriétés. Les banques ne donnent pas d'argent pour la délivrance de prêts pour l'achat immobilier et il n'existe pas, ou très peu, d'établissements bancaires qui permettent de financer la rénovation énergétique. Donc, quand on n'a pas de trésorerie, je suis désolé, mais aujourd'hui, on a des ambitions, on n'en a pas les moyens. Et les Français n'ont pas, dans les dispositifs fiscaux et les dispositifs d'incitation aujourd'hui, les moyens de la politique qui a été imposée. On a proposé devant plusieurs groupes parlementaires de différer l'ensemble des obligations et de l'interdiction de mise en location en 2034, ce qui permettait sur 10 ans de faire un grand plan Marshall du logement et de la rénovation où on forme les entreprises, les diagnostiqueurs, les professionnels de l'immobilier, on met en place les financements pour réussir ce challenge. 10 ans, ce n'est pas une loi de 2021 qui met des interdictions en 2023. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et à un moment donné, ce qui est assez fatigant, c'est que ça fait depuis la loi climat et résilience qu'on tourne en boucle avec les mêmes sujets et il n'y a pas d'avancée. Je ne peux pas financer une copropriété avec la Caisse d'épargne d'Île-de-France uniquement, qui est un des seuls établissements, il y en a 2 ou 3, qui financent les travaux de rénovation. Oui. C'est pas possible. Donc, je veux dire, à un moment donné, ce qui me pose problème à moi, c'est qu'on oppose les bailleurs et les copropriétaires occupants dans les mêmes copropriétés. On met des interdictions à des gens qui ont un mode d'occupation et les propriétaires occupants n'ont pas cette obligation. Donc déjà, dans un immeuble où on doit tous se mettre d'accord, on n'a pas les mêmes égalités. On perd la richesse du marché de la location longue durée au profit de la location vers le Airbnb parce que les locations saisonnières sont exonérées des obligations de rénovation énergétique. Il n'y a pas de cohérence dans cette politique. Simplifions, uniformisons et réussissons. Ça marchera. Applaudissons. Yannick, quand on entend le ministre qui dit le gouvernement va soutenir, que 2025, à la limite, on fera des efforts pour pouvoir le faire, à aucun moment il parle de ralentir le calendrier. Juste à titre d'exemple, quand on prend Paris, par exemple, effectivement, Paris, c'est les 2/3 étiquettes EFG, c'est ça voilà. Ça veut dire, voilà. Et c'est, par extrapolation, l'essentiel, en fait, des grandes métropoles, je pense à Nantes, Bordeaux, Lyon, par exemple. Bon, outre le fait que dans le business model, il y a un chantier gigantesque pour des boîtes de diagnostiqueurs qui ont un maillage national, ça interpelle quand même, puisqu'il y a un vrai problème structurel de financement et d'accompagnement des copropriétés. Alors, excuse-moi, nous on a une lecture alors assez similaire et un tout petit peu différente du il faut décaler, ou ça va être décalé. On dit que les lois sont pas fiables ou pas stables et qu'elles sont décalées dans le temps.
Nous, on a une petite analyse un peu différente qui va quand même dans le sens de la filière, parce qu'on fait partie de la filière. C'est de dire qu'il y a peut-être des aménagements à faire liés au DPE. Et du coup, aujourd'hui, le là, c'est le DPE. Il faut appliquer les interdictions de location, telle date, tout le monde en est conscient. Nous, ce qu'on a fait, et on a interpellé les pouvoirs publics et on commence à travailler avec eux, notamment pour les sujets qu'évoquait Olivier, que sont les passoires thermiques dans les villes. On a demandé à réfléchir sur l'aménagement du DPE pour les petites surfaces. Parce qu'il y a des hérésies dans la méthode de calcul, on le constate tous les jours puisqu'on est sur le terrain. Je vous donne un exemple très simple, un petit studio de 12 mètres carrés, quand on met un 100 litres d'eau chaude, eh ben vous êtes directement en G. Mais quelle hérésie de mettre un 100 litres d'eau chaude dans un petit studio de 12 mètres carrés, alors qu'on ne s'en sert jamais. Donc il y a des aménagements à prendre en compte dans les petites surfaces pour mécaniquement, si vous avez le même studio avec un 25 litres d'eau chaude, eh ben vous passez peut-être en E. Donc les travaux ont commencé, on travaille régulièrement avec la DHUP, avec les services de l'État, sur la refonte du DPE petite surface. Donc on est très très optimiste pour que dans les semaines qui viennent, il y ait une application d'un nouveau moteur de calcul qui permettra déjà d'enlever un certain nombre de problématiques du parc liées aux petites surfaces. On a travaillé avec l'association des petites cités remarquables, c'est-à-dire des biens anciens, avec l'ancien ministre Martin Malvy qui préside cette association, parce que tous les biens qui sont considérés des passoires énergétiques ou énergivores, tu l'évoquais à Paris, mais dans toutes les grandes villes et dans les petits villages aussi, c'est le cas, tous les biens qui sont classés datant d'avant 1948 ont des spécificités thermiques qui ne sont pas prises en compte dans le DPE. Et donc, vous vous retrouvez souvent avec des vieilles maisons qui sont des passoires énergétiques. Or, très souvent, et vous en avez fait l'exemple, j'imagine, vous rentrez dans une vieille maison, l'été il fait frais, l'hiver il fait chaud, parce qu'elle a des caractéristiques techniques différentes. Et là, le DPE actuel est mal calibré. On travaille aussi pour une refonte du DPE sur le bâtiment ancien. Quand on aura sorti cette problématique du parc, du DPE sur les petites surfaces et du DPE ancien, qui correspond, tu l'évoquais tout à l'heure, oui, à presque 60-70% du parc qui sont des bâtiments anciens, on aura déjà réglé certaines problématiques, un certain nombre de volumes de problématiques liées à la loi climat-résilience sur l'interdiction de gérance. Et donc je crois qu'il y a des sujets, il y a un calendrier, il est peut-être serré, mais aussi on a une obligation sociétale qui est aujourd'hui de réfléchir avec les pouvoirs publics et pas forcément toujours de s'opposer. Alors il faut être constructif. Nous, on essaye de l'être dans le cadre de la projection de la copropriété, c'est le thème aujourd'hui, et de faire en sorte que demain, le syndic de copropriété puisse avoir le maximum d'atouts pour rénover mieux et rapidement. Je finirai juste sur le sujet du financement. Aujourd'hui, les banques sont, et là je crois qu'il y a le Crédit Agricole qui est présent aux assises, sont soumis à ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire que le régulateur européen leur impose en 2030 et en 2050 de financer des crédits verts. Pour financer des crédits verts, donc pour avoir des financements dans les copropriétés, il faut que vous mettiez sur la table des devis, des diagnostics, excusez-moi, qui montrent que la copropriété sera vertueuse d'un point de vue énergétique dans les années qui viennent. C'est la seule condition pour avoir des financements aujourd'hui. Donc cherchez pas des montages pour financer. S'il n'y a pas un marqueur vert fort, les banquiers ne vous suivront pas. Ça, c'est un sujet qui, à mon avis, n'est pas encore assez porté. Main dans la main, diagnostic et professionnels de l'immobilier, notamment les syndics, on pourrait créer des outils qui permettent de montrer aux banquiers que ce qui est fait dans les AG de copropriété, ce qui est prévu dans les AG de copropriété, va rendre la copropriété verte et vertueuse dans les années qui viennent. Merci Yannick. Élodie, on parle dans la copropriété, bien évidemment, parce que c'est de planification. Et donc je peux pas ne pas évoquer le PPT, le plan pluriannuel de travaux, dans lequel s'inscrit la transformation aussi des copropriétés. Quand on est comme ça dans un territoire qui est quand même assez exposé, qui est ton territoire, exposé d'un point de vue thermique, mais qui représente aussi l'essentiel des territoires de France, en dehors des grandes métropoles. Comment ça fonctionne et comment, quand on pratique ce métier au quotidien dans une agglomération qui a combien d'habitants dans ton... Il y a 3000 habitants. Voilà. Donc, non, mais c'est intéressant parce que c'est quand même... Il y a 3000 habitants et il y a 35 000 lits. Donc c'est énorme. Est-ce que les copropriétaires, aujourd'hui, ils ont une certaine fébrilité? Et est-ce que tu arrives, toi, par exemple, à faire passer, clairement,
le plan pluriannuel de travaux et l'application de la transformation nécessaire. Non. Et est-ce que, je vais même aller plus loin, est-ce que les copropriétaires bailleurs ont compris que leurs biens ne pourront plus aller sur le marché locatif? Alors, c'est un peu singulier, parce que donc on est sur une zone de villégiature, une zone de montagne. Donc on ne va pas avoir les mêmes intérêts. Les propriétaires, c'est souvent des biens qu'ils ont rentabilisés, qu'ils louent à la semaine, donc ça va être de la location saisonnière. Et une des incongruités que relevait tout à l'heure Olivier, c'est qu'effectivement, pour le moment, on peut louer à la semaine des passoires énergétiques. Alors, le précédent ministre avait indiqué qu'il serait beaucoup plus logique que nous soyons également en proie au même calendrier et à l'interdiction, enfin calendrier et surtout à l'interdiction de louer. Pour l'instant, force est de constater que ça n'a pas été mis en œuvre. Donc là aussi, on a un problème effectivement de logique. On peut louer à la semaine une passoire énergétique. Après, effectivement, pour ce qui est des décisions à prendre au moment des AG, on est sur un attentisme total. On est sur un attentisme total parce que justement, on ne sait pas si on va pouvoir continuer à louer ou pas louer. Ah oui. Donc, Il joue la montre, finalement, quelque c'est ça, part. on est dans un cercle assez vicieux et puis on se retrouve avec des problématiques vraiment de dynamisme. Les gens n'ont pas envie, se disent tant pis, je vais vendre. Et c'est là qu'on doit, en tant que syndic, accompagner, expliquer, être pédagogue et expliquer qu'en l'occurrence, on va avoir un véritable intérêt à faire ces travaux pour demain pérenniser leur patrimoine. Mais on a, nous en plus, encore une spécificité locale, qui est qu'à l'époque, les stations de ski ont été construites par la technique du bail à construction ou du bail amphithéotique. Donc on peut s'interroger aussi sur la rénovation à venir, puisque on avait vraiment le concept de municipalisation des sols. Les communes donnaient à bail amphithéotique ces terrains aux promoteurs qui ont construit des copropriétés dessus. Et aujourd'hui, peut-être que la rénovation passera aussi par les collectivités qui pourraient actionner leur bail à construction, tout simplement, et redevenir, puisque l'accessoire suit le principal, elles sont donc propriétaires du terrain, elles seront à l'issue du bail propriétaires des constructions. Les syndics sont les premiers aujourd'hui exposés. D'ailleurs, le président Quentin avait suggéré l'idée que l'accompagnateur rénove, finalement, est tout désigné. Ce sont les syndics de copropriété. Ça pourrait être qualifié comme tel. Parce que qui veux-tu accompagner en dehors finalement des syndics de copropriété qui sont les à même de percevoir ce qu'il faut faire pour ne pas standardiser justement. On est d'accord là-dessus? Oui, alors on est d'accord. Je pense que le syndic de copropriété ne pourra pas tout faire non plus. Non. Parce qu'en réalité, on a des spécialisations dans les métiers, donc il faut avoir conscience de ça. Mais effectivement, moi j'ai ri vert quand on a créé le métier d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ça existe depuis pas très longtemps, parce que l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, avait introduit un système de subvention pour les AMO. Mais en fait, nous, au syndic de copropriété, ça fait des décennies qu'on rénove des immeubles et on n'a pas attendu de créer des nouveaux métiers pour pouvoir exister. Donc en réalité, oui, il y a des compétences nouvelles. Je pense que les cabinets qui s'adjoindront des compétences particulières sauront aussi marquer la différence parce que l'engagement pour la valeur verte est important. Je voulais revenir, si tu permets. Pardon. Vas-y Elodie, je t'en prie. Priorité. Pour terminer, juste sur la copro et le fait de réussir à amener les gens à faire, tous les copropriétaires à faire ces travaux, ça va être aussi, je pense, de leur expliquer vraiment qu'on va avoir de nouvelles compétences, parce que tu dis c'est de nouvelles compétences et pas de nouveaux métiers, mais on a ces nouveaux défis qu'on traite aujourd'hui. Ils les abordent tout à l'heure en nous disant on pourrait créer des outils transverses qui nous permettent vraiment d'être ces accompagnateurs de la valeur verte, parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on a expliqué quand on est syndic, c'est que demain, la valeur vénale de notre bien, s'il reste en G, ne va faire que péricliter, d'autant plus si tout le monde se met à vendre en même temps, et que justement, on a ce rôle d'accompagnateur, et c'est là que je trouve que c'est vraiment essentiel et que c'est un beau métier qui est souvent trop décrié et qui au contraire est vraiment au sein de la vie des gens. C'est un métier où on accompagne chaque jour. Alors sur une zone de villégiature,
comme dans des grandes agglomérations, mais je crois vraiment qu'on a un rôle de pédagogue. Oui, Je Olivier, voulais réagir rapidement. tout à l'heure parce que je voudrais pas passer pour le vilain petit canard qui conteste tout. En fait, on a toujours travaillé avec les pouvoirs publics sur des propositions pragmatiques qui nous permettaient de faire avancer les choses. Le problème, c'est que, on en a parlé tout à l'heure, on a grippé le marché. Mais qui dérouille là-dedans? C'est la personne qui a besoin d'un logement. Le Grand Paris que je représente a une caractéristique ultra dynamique. Tout va très vite là-bas. On est le laboratoire d'essai de tout. Hier, dans le train, j'ai 4 personnes qui m'appelaient pour me dire « Olivier, comment je fais pour trouver un appartement? Il n'y a rien à louer. » J'ai une jeune fille la semaine dernière qui pleurait au téléphone parce qu'elle travaille à Boulogne-Billancourt, elle dort dans les bureaux parce qu'elle ne trouve même pas une colocation. Monsieur le ministre du Logement, l'ancien, Olivier Klein. je n'ai pas cité son nom, Non, mais un ancien ministre du Tu dis Logement l'ancien ministre du Logement, c'est Olivier Klein. m'a demandé si je pouvais l'aider parce qu'il ne trouvait pas d'appartement. Hein? Donc à un moment donné, il faut les renvoyer dans les cordes. Voilà. La problématique, c'est que j'ai pas de sujet sur la rénovation énergétique, je suis le premier à la porter. Il faut qu'on avance avec nos clients. Alors, pardonne-moi Olivier, c'est important ce que tu dis. On est tous d'accord. On veut tous transformer. Bien sûr. Réaffirmons le confort d'été, d'hiver, on est tous d'accord. C'est un enjeu sociétal et c'est un enjeu de réussite économique pour nos entreprises. D'accord? Faire des travaux, c'est des honoraires complémentaires. T'inquiète pas, et ça c'est permettre d'avoir des équipes, j'ai noté Cédric, d'avoir des équipes aussi qui, au lieu de gérer des fuites, des pannes et des mécontents, vont accompagner des propriétés dans quelque chose de positif. Donc c'est très bien. C'est très bien. Mais à un moment donné, si on n'est pas conscient de ce qui se passe sur le terrain, on en est à la situation qu'on a là. Tout le monde a parlé de crise du logement. La crise du logement, elle touche nos entreprises, mais elle touche d'abord le consommateur qui a besoin de se loger. Le signal d'alarme, on l'a tiré avant que ça soit la cata. On a les pieds dedans. Il faut absolument en sortir. Et ça n'est pas en restant figé sur ses positions que les pouvoirs publics accompagneront dans le rôle de l'État les consommateurs à trouver un logement décent et de bonne qualité, y compris énergétiquement parlant. Applaudissements. Alors, voilà, pour essayer de réduire la tension de notre ami Cédric Lavaux, il est 11h50 et nous allons, pendant 5 minutes, si tu veux bien Henri, débriefer et je vais vous demander de rester dans la salle puisque nous enchaînerons directement sur la table ronde qui sera le point culminant de notre... Viens t'asseoir s'il te plaît, 2 petites secondes, si tu veux bien. Le point culminant de notre journée avec la table ronde politique auquel va se prêter, merci encore une fois aux députés COS d'être venus, avec justement tous ces enjeux dont on reparlera bien évidemment. Henri, 5 minutes pour débriefer. On a un enjeu quand même majeur, et la copropriété, elle n'est pas épargnée par la morosité ambiante, si on peut dire les choses comme ça. Bon, on voit bien qu'il y a 2 sujets liés. La table ronde, elle portait sur la copropriété et sur le parc locatif. Je vous rappelle que 80% du parc locatif privé est dans la copropriété, donc il y a un entrelac entre les deux. Je vous rappelle aussi que dans nos grandes villes, voire beaucoup de villes moyennes, 60% des copropriétaires, pas en tantième, mais en nombre, de l'eau sont des bailleurs. Bon, bref, les 2 problématiques sont complètement liées, vous avez parlé des 2 de façon naturelle. J'ai envie d'être optimiste et positif, parce que j'ai entendu ça dans vos discours. Il y a quelques oppositions à certains moments. Moi, je trouve que la synthèse, elle est positive. Premièrement, le ministre dit, et je vais nuancer la manière de comprendre son propos, on ne touchera pas au calendrier. Il dit, je ne veux pas commencer par dire ça. C'est un homme pragmatique, on a des parlementaires pragmatiques, Marjolaine Meillet-Millefert, Lionel Cos, qui disent aussi, quand on sera sur l'obstacle, s'il faut repousser, on fera. Voilà, je veux vous dire ça. Mais on ne commence pas par là. Comme président d'école, je vous dis que quand on donne une échéance pour rendre une copie, déjà si on n'en donne pas, on ne l'a jamais la copie. Et deuxièmement, si à la fin les étudiants viennent te voir en nombre parce que le sujet était trop difficile, parce qu'il y a eu tel ou tel événement exceptionnel, on donne un délai. On ne commence pas par donner le délai. N'en déduisez pas que les pouvoirs publics sont complètement hors sol aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas le cas de Patrice Vergrit. Je crois qu'il faut le reconnaître, et de beaucoup de parlementaires, de quelques parlementaires très engagés. On le verra à l'épreuve des actes. On le verra. Deuxièmement, ce qu'il faut, c'est, pour la filière professionnelle, et vous l'avez fait là, vous avez fait 2 choses, signaler, appuyer, partout où ça fait mal.
Oui, il y a des questions de fiabilisation du diagnostic et le président de la Chambre des diagnostiqueurs, depuis le début, reconnaît que oui, il y a des sujets. Il y a un groupe de travail du Conseil national de l'habitat qui est en train de s'atteler à ça, on t'a auditionné. Il y aura des propositions, l'administration va devoir bouger. Il faut peut-être retoucher le moteur des diagnostics. Il y a des problèmes, mais pas sur la totalité du parc non plus, tu as raison de le dire, il ne faut pas grossir la difficulté. Oui, il y a des problèmes sur un sujet que vous n'avez pas évoqué, ça m'a étonné. Alors ça, je l'ajoute, les entreprises compétentes. Il y a 10% d'entreprises reconnues garantes de l'environnement, c'est-à-dire qui donnent accès aux aides aujourd'hui. Il y en avait 15, donc on fait le mauvais mouvement. Il en faudrait 4 fois plus. Donc on a un sujet avec la compétence de l'appareil de production et la disponibilité. Il faut toucher à ça. Il faut toucher au financement, vous l'avez dit. Alors financement, c'est les aides publiques. Bon, moi je vais vous dire franchement, je paie des impôts, beaucoup, trop. Est-ce qu'il faut multiplier par 10 le financement de ma prime rénov'? On ne va pas y arriver. Il faut faire confiance aux banques. Elles ne sont pas au rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, il y en a 2,5, je dirais. Le Crédit Agricole pour partie, mais avec un produit très restrictif. Et puis, on va les citer, il faut leur rendre hommage. BPCE et la Caisse d'épargne d'Île-de-France, qui est en fait le chef de file. Et puis, Domo Finance. Bon. Le gouvernement doit mobiliser les banques. Elles doivent être au rendez-vous de l'histoire. Parce que la profondeur de marché, le président de la FNAIM dit 200 milliards. On entend même que ce pourrait être 300 ou 400 milliards. Enfin, en tout état de cause, il y a de quoi travailler pour les banques. C'est un sujet qu'il faut régler, le ministre doit nous y aider. Et puis à l'arrivée de tout ça, quand même, et Elodie le dit, et d'autres aussi, quelle chance pour la profession. Il y a un désarroi total des bailleurs aujourd'hui. Quand j'entends du président de la Caisse de garantie, de Gallian, il faut dire, mais j'ai un peu de retard, puis je suis nostalgique de la période où j'étais administrateur, ça s'appelait différemment. Quand j'entends que 34%, en effet, c'est le taux de pénétration des gestionnaires locatifs, mais c'est un drame. C'est un drame. Ça veut dire que pour le patrimoine d'investissement le plus considérable des Français, eh bien, les 2 tiers se disent « je vais me débrouiller tout seul ». Ces gens-là ne servent à rien. C'est un drame. Quelle chance aujourd'hui, face à des bailleurs en plein désarroi, de leur dire « nous avons des solutions ». Si vous passez votre temps à leur dire « nous n'avons pas de solution », ils ne vont pas venir chez vous. J'entends même qu'il y a des résiliations de mandats parce que des professionnels disent, écoutez, nous, on vous dit qu'il y a un problème, mais on n'a pas la solution. Ben alors on va résilier le mandat. Et on va louer d'ailleurs sans vous. On va faire un marché gris. Donc quelle chance pour les gestionnaires locatifs, quelle chance pour les syndics de copropriété d'augmenter aussi leurs honoraires. Vous allez me dire, tu parles facile. Ben oui, mais je suis là pour ça, je suis là pour avoir un regard un peu différent. Si aujourd'hui, avec tous les efforts que vous devez déployer, et a priori, avant de faire voter des travaux sur lesquels vous pourrez légitimement être rétribué en pourcentage. C'est vrai qu'avant ça, il y a un gros investissement. Mais pourquoi ne pas dire, alors il faudrait le dire en commun, mais attendez, mais nos honoraires, bien sûr qu'il faut qu'on les augmente de je ne sais pas quoi, de 15%. Comment vous voulez qu'on fasse pour vous apporter le service? Voilà. Donc je ne vois dans tout ça qu'un besoin de réalisme des pouvoirs publics. Mais de grâce, écoutez les discours publics dominants, moi je les trouve trop négatifs. Et je ne suis heureux aussi, parce que je prépare à ces métiers-là, que quand j'entends, mais c'est une chance extraordinaire, le train ne repassera pas. En tout cas, je ne suis pas sûr que nous, avec nos longévités, moi j'en ai encore pour une centaine d'années, mais je ne suis pas sûr que je vois un tel tournant extraordinaire pour les professions d'administration de biens. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va finir. Merci beaucoup Henri Buzy-Cazot. Comme tout soin, c'est comme au théâtre, il faut soigner son entrée et sa sortie. Je vais donc clôturer cette table ronde et enchaîner directement sur la table ronde politique. Je rappelle que la prochaine table ronde, qui est à 12h dans quelques minutes, c'est quelle refondation de la politique du logement après le flop du Conseil national de refondation avec le volet logement. Je voudrais qu'on fasse un triomphe à Gérard Coll, président de Gallian, d'avoir participé à cette table ronde. Je voudrais remercier Yannick Henouche, président de la Chambre FEDAIM des diagnostiqueurs et du groupe Exim. Un triomphe également pour Elodie Mir, qui est la présidente de la FNAIM, Pays de Bigorre, Béarn et Pays Basque. Merci Elodie. Et enfin, une ovation pour Olivier Principal, le président de la FNAIM du Grand Paris. Alors,
Restez avec nous, nous allons enchaîner dans moins de 2 minutes, donc restez sur place pour la table ronde à venir. Je le rappelle, défi à relever, quelle refondation pour la politique du logement après le flop du CNR. C'est tout de suite après ça. Jingle. Les assises de l'immobilier de Metz, professions immobilières, nouvelle ère, nouveaux défis.